Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre qui se démarque par rapport à tous les autres mangas que j'ai eu l'occasion de chroniquer sur cette chaîne. Ce titre, c'est un manga qui évoque la problématique de l'agression sexuelle des femmes par les hommes, mais également de la manière dont le corps des femmes est objectifié par certains hommes, et du coup de ce rapport difficile entre les genres. Ce titre, c'est Sayonara Miniskirt, un titre qui est à la base un shoujo manga, donc plutôt destiné au Japon à un public féminin, mais qui, par la manière dont il aborde les thèmes, me paraît être une lecture vivement recommandée et recommandable à toute personne, à la fois pour mieux comprendre les thématiques qu'il aborde, mais également pour faire avancer sa propre réflexion personnelle sur ces sujets-là. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga, comme vous l'aurez compris, d'un titre qui avait en fait attiré mon attention au Japon parce que sa couverture, rien que la couverture du tome 1, et puis son titre qui détonne pour un shoujo manga, Sayonara Miniskirt, qui veut dire adieu la mini-jupe, c'est quand même un message fort dans ce que justement ce vêtement peut représenter dans l'association qu'on en fait généralement avec la féminité. Et puis parallèlement, c'est un manga qui a reçu pas mal d'honneurs, dont un prix renommé, le prix Konomanga ga Sugoi, donc le grand prix de ce manga-là en termes de shoujo manga, ce qui a fait que ce titre s'est vraiment aussi vu découvert par un plus large public que simplement les lecteurs quotidiens de manga. Et donc Sayonara Miniskirt est un shoujo manga avec une thématique vraiment forte. C'est un manga qui prend aux tripes, et j'avais envie dans cette chronique à la fois de vous en présenter l'histoire, son contexte de publication au Japon, et enfin pourquoi il me semble que c'est vraiment un titre à lire et à faire lire. Donc Sayonara Miniskirt s'ouvre bien sur une scène où on voit une idole, une jeune adolescente qui représente tout ce que les Japonais peuvent associer à l'innocence et à la pureté des groupes d'idoles qui se produisent régulièrement sur scène au Japon, qui sont à la fois un symbole de fraîcheur, de renouveau, et également d'énergie, qui donne beaucoup d'enthousiasme à leurs fans. Donc il y a vraiment tout un monde dédié à tout ce qui est idol. Et on passe très vite en fait à une scène où on se retrouve projeté dans un lycée, où l'héroïne est en fait habillée comme un garçon, et donc avec un pantalon, vraiment tout ce qui est le propre du costume garçon dans les lycées, donc dans les lycées japonais. Donc Kamiyama, c'est le nom de cette héroïne-là, se trouve être la fille qu'on avait vue au tout début de l'intrigue signer des autographes et être la personne au centre même de son groupe d'idoles. Et on découvre assez vite qu'elle cache un passé difficile, puisqu'elle a été victime d'une agression à l'occasion d'une des rencontres avec ses fans. En fait, elle a été agressée au couteau au cours d'une des séquences en question, donc une scène qui est montrée un tout petit peu plus loin dans le premier chapitre. Donc on imagine bien l'impact que peut représenter ce type d'événement qui se trouve s'être également déroulé dans le passé au Japon dans des cas extrêmes, mais il y a parfois des fans maladifs qui commettent l'irréparable et commettent des agressions à cette occasion-là. Et ce qui est souvent peu compté dans les journaux et autres, le manga là, Sayonara Miniskirt, le met bien en avant. C'est-à-dire qu'au-delà même d'un fait divers où quelqu'un se retrouve, comme ici, agressé par une personne qui en plus ici se retrouve ne jamais avoir été appréhendé, autrement dit l'agresseur court toujours dans la nature, tout l'impact que cela peut représenter pour la personne qui en a été victime est décrit dans des scènes vraiment fortes. Mais ce qui est assez frappant aussi dans le même temps, c'est que si l'héroïne Kamiyama a visiblement des stigmates à la fois physiques mais aussi moraux par rapport à cet épisode vraiment tragique qui l'a conduit à choisir d'arrêter de mener ce travail d'idole qu'elle aimait pourtant tellement,
puis à coup de flashback, on découvre combien c'était quelque chose qu'elle rêvait de faire depuis très jeune, eh bien, cette héroïne-là a, malgré le traumatisme, eh bien, une capacité de résilience qui est assez forte. Malgré tout, la résilience a beau être là, elle ne masque pas ou elle ne peut pas venir penser complètement les plaies psychologiques que ça représente et la difficulté de faire confiance, notamment eh bien, de faire confiance à d'autres hommes et aussi eh bien, aux personnages qu'elle peut croiser, comme par exemple ses camarades. Est-ce que par exemple le personnage masculin qui vient à son aide assez vite dans des scènes où il y a des oppositions entre elle et ses camarades de classe, est-ce que c'est vraiment un personnage digne de confiance ? Et on voit que cette thématique-là est aussi la manière dont l'agression peut résonner et faire écho encore des années plus tard, eh bien, dans la psyché de l'héroïne. C'est quelque chose qui est vraiment important et décrit avec beaucoup de justesse. Et finalement, on mesure vraiment là tout l'impact que ça peut représenter. Et ce qui est frappant, là, je pense que vous l'avez bien vu à travers les petites planches que je vous ai montrées, c'est aussi la qualité du dessin qui est vraiment totalement en phase avec chacune des étapes de la reconstruction de l'héroïne et aussi de ce que ça peut représenter, comme ici cette scène là aussi au début du chapitre 1 où en fait l'héroïne croit voir surgir en fait de l'ombre son agresseur, mais non, c'est juste une rémanence par rapport à ce qu'elle a pu vivre par le passé. Au-delà même de cette question de l'agression, et c'est peut-être là encore où le manga se démarque par rapport à toutes les productions qu'on peut voir. Il y a toute cette réflexion sur, eh bien, parfois ce qu'on entend à propos, eh bien, de tout ce qui est agression des femmes, c'est, eh bien, en fait, c'est pas étonnant que ça lui arrive. C'est quelque chose que justement Kamiyama, juste après avoir été agressée, entend dans le métro. Elle entend par exemple paraît que la leader de Pure Club se retire, ah ouais, ces meufs qui gagnent leur pain en portant des mini-jupes, pas étonnant qu'elle suscite des désirs de vengeance à charmer les mecs pour se faire du pognon. Si ça lui plaisait pas, elle avait qu'à pas choisir ce métier. Ce qui est vraiment typique de la culture de l'agression, de la culture du viol, dans laquelle malheureusement les sociétés modernes sont encore ancrées, eh bien c'est quelque chose du coup qui est décrit, dépeint dans le manga avec eh bien toutes ces petites phrases du quotidien qu'on peut laisser entendre parfois ou ne pas forcément réfléchir suffisamment à ces thématiques-là. Il y a un autre moment, par exemple dans ce tome 1, qui est assez emblématique, c'est que la mangaka aborde la problématique des wagons dédiés uniquement aux femmes dans les métros au Japon, à Tokyo notamment, où sur la plupart des lignes, vous avez entre, on va dire, les 7h du matin et 9h, un wagon qui est réservé seulement aux femmes pour éviter tout ce qui est agression. Il se trouve que, justement, en termes d'agression, il y a une des lycéennes qui est dans cette école qui en a été victime, avec une scène d'agression qui est dépeinte, justement, et puis une action. C'est pas juste, là en l'occurrence, dans le manga, une description de ce qui se passe, mais il y a aussi une action qui est prise par rapport à ce moment-là, et c'est heureux finalement qu'il y ait une scène où l'agresseur ne s'en sort pas eh bien, sans problème. Mais ce qu'on voit aussi, eh bien, c'est que en fait, il y a eh bien, il y a tous les points de vue qui peuvent se poser sur cette question-là. Il y a notamment une fille qui est, on va dire, la fille canon de cette classe, qui tient des propos un petit peu, on va dire, pas forcément totalement réfléchis sur cette problématique-là, où elle explique oh, après tout, si toutes les femmes se retrouvaient dans le même wagon, je trouve que ça serait pas très gentil pour ces pauvres salariés exténués par leur travail. Ah, mais je condamne les pervers, hein, bien sûr, mais voilà. Avec aussi cette, du coup, lycéenne, tient en même temps l'idée où, eh bien,
on va dire, elle est la fille cool dans sa classe, parce que, comme dit un autre garçon, ah là là, t'es vraiment la plus sympa, les autres interviewées, elles avaient un balai dans le cul, je crois même pas qu'il existe un wagon fait pour elles, de toute façon, il y a que les mochetés pour flipper à ce point à l'idée de se faire tripoter, avec du coup cette notion vraiment caractéristique où on associe eh bien, le mécanisme d'agression à eh bien, une sorte de mélange entre eh bien, les filles l'ont cherché, mais dans le même temps c'est les filles qui n'auraient il y aurait des filles qui seraient peut-être à même de se faire agresser, d'autres de toute manière elles sont trop moches. C'est vraiment un propos délétère qu'on peut parfois entendre en termes justement eh bien, de rapport, on va dire, de la société vis-à-vis du corps des femmes. C'est quelque chose qui est dépeint vraiment avec justesse dans les 2 tomes du manga. Il y a un moment dans le tome 2 où il est plus question de ce que renvoient les idoles et de l'image globale qu'elles ont, notamment avec ces fameuses scènes et ce qu'on appelle parfois la culture des gravures idoles, donc les idoles qui sont prises en photo, en maillot de bain, et la manière dont c'est en quelque sorte leur corps est objectifié par le lecteur qui les regarde et qui est, on va dire, avide de ce type de photographie. Je pense que c'est vraiment des thématiques importantes à la fois d'en prendre conscience, d'en discuter, d'en débattre et d'aller au-delà. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a un problème qu'il faut globalement au niveau eh bien, de la société résoudre, eh bien, à la fois dans la manière dont on traite l'agression et dont souvent on n'écoute pas la personne qui a été agressée. Mais là, je pense qu'il y a eu pas mal de mouvements, MeToo et autres, qui ont contribué justement à faire prendre conscience globalement au grand public de ces problématiques-là. Mais je trouve qu'au Japon, une œuvre comme celle-ci, elle est d'autant plus bienvenue que c'est pas une œuvre qui est publiée dans un magazine de manga un peu indépendant qui ne serait accessible que à un public qui est déjà sensibilisé à ces questions-là. Non, parce qu'en fait, Sayonara Miniskirt s'est retrouvé prépublié dans le magazine Libon. Le magazine Libon, c'est le magazine de shoujo manga qui vise un public, on va dire, shoujo, donc jeune fille entre 6 et 12, 13, 14 ans. Et donc a été publié dans ce magazine emblématique qui est édité au Japon par Shueisha. Et Libon a vraiment bien senti la chose en proposant ainsi une œuvre qui est à la fois totalement dans l'actualité et dans la réflexion qui doit se faire à la fois, eh bien, comme je le disais, à mon avis, c'est pas juste une question de traitement à faire, une réflexion à mener du côté féminin, mais c'est aussi une question, une sensibilisation évidemment qui doit être menée du côté masculin. Donc voilà, c'est dans un magazine du coup bien réputé de prépublication de shoujo manga que cette œuvre a été prépubliée. C'est vraiment, ça prend aux tripes parce que derrière ça et derrière les thèmes que je vous ai dit, il y a aussi d'autres choses. Dans Sayonara Miniskirt, il y a aussi une dimension assez mystérieuse puisqu'on ne sait pas en fait ce qui est advenu de l'agresseur. Il y a toujours cette pression qui est on vit au même niveau que l'héroïne avec ce doute permanent qui se porte sur chacun des protagonistes et la manière dont le récit est amené est vraiment incroyablement du coup subtile mais aussi clairement prend aux tripes. Donc on se retrouve face à une œuvre qui a été prépubliée entre 2018 et 2019 au Japon. C'est une œuvre non terminée. Elle ne compte à l'heure actuelle que 2 tomes en prépublication, en parution en tankobon au Japon, mais aussi maintenant en France. Les 2 tomes sont parus. Et en fait, il n'y a plus de nouveaux chapitres depuis milieu de l'année 2019. Donc, Aoi Makino est une autrice de manga qui a déjà été publiée en France. Elle avait eu une de ses œuvres qui s'appelle The End of the World, qui était aussi une œuvre qui traitait de la question de l'agression, mais sur un autre plan, et qui avait été publiée chez Panini à l'époque. Là, Sayonara Miniskirt est publiée chez Soleil Manga, donc avec 2 tomes. On espère que cette mangaka, qui est connue pour faire des longues pauses, a priori associées à des problèmes de santé, on n'en sait pas plus, eh bien, pourra reprendre main sur son histoire et bien
lui donner une suite, lui donner ensuite plus tard une conclusion. On peut comprendre que ça nécessite pour créer une œuvre avec ce type de thématique, avec aussi ce type de justesse du travail. Donc espérons qu'en 2021 on puisse lire d'abord en prépublication au Japon d'Henry Bonne et puis plus tard du coup en volume relié à la fois au Japon et en France la suite de Sayonara Miniskirt. Mais clairement c'est une œuvre qui à mon sens mérite totalement eh bien l'exposition dont elle a bénéficié au Japon avec le prix dont je vous ai parlé un peu avant au cours de cette vidéo, et j'espère que cette chronique aura contribué à vous faire découvrir ce titre que je ne peux que recommander. Vous l'aurez compris, c'est un titre qui nécessite aussi de s'accrocher, qui peut peut-être faire écho pour certaines personnes qui ont vécu ce type d'agression à des choses particulières, donc attention, lecture sensible, mais au-delà de tout ça, vraiment un titre à mon sens majeur dans les titres qui sont parus ces derniers mois, ces dernières années en France. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous rappelle que mes précédentes chroniques ainsi que les vendredis lectures sont accessibles via une playlist depuis la fiche qui est dans le petit en haut de cette vidéo ainsi que dans la barre de description. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!